Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes dernières lectures BD et comics. On commence par le tome 2 d'Android par Olivier Perru et Geyser et c'est chez Soleil. Il s'agit d'une série qui comporte 4 tomes avec chacun une histoire et des auteurs différents. Et c'est bien sûr une série de science-fiction qui va avant tout tourner autour des robots. Et je vous avais déjà parlé du tome 1 que j'avais vraiment beaucoup aimé. Cette fois, on va se retrouver au XXe siècle à bord de l'ISS Oxygène, le premier vaisseau d'exploration spatiale qui part de la Terre pour trouver de nouveaux mondes. Comme le voyage doit durer plusieurs centaines d'années, on a l'équipage qui doit régulièrement aller en hibernation dans des modules. Parmi les personnages, on a AC7+, qui est un androïde de compagnie, qui est à bord du vaisseau et qui est là pour, entre autres, s'occuper des enfants, et notamment d'Ulysse, qui est le premier bébé à être né sur le vaisseau. Mais évidemment, le voyage ne va pas se passer comme prévu, puisque un champ d'astéroïdes va frapper le vaisseau, qui va causer d'énormes dommages techniques et qui va laisser le robot et Ulysse seuls. J'ai plutôt bien aimé ce tome 2, même si on est là plutôt sur une histoire assez classique dont on voit venir le déroulement, mais ça reste assez efficace et super agréable à lire. Moi j'ai beaucoup plus préféré la première partie du récit, celle qui se passe à bord du vaisseau, notamment à cause du robot AC7+, et d'un autre robot qui est pas matériel, mais qui est l'esprit du vaisseau, on va dire, l'intelligence artificielle qui pilote le vaisseau. Et j'ai beaucoup aimé leur dialogue parce que ce sont deux robots complètement différents. On a l'intelligence artificielle qui s'occupe du vaisseau qui est hyper logique, qui a juste ça comme fonction, et de l'autre on a AC7+, qui lui est un robot de compagnie qui, même s'il sait pertinemment qu'il est un robot, eh bien éprouve des sentiments et ne fait pas que utiliser sa logique. Et du coup moi c'est ces interactions-là que je trouve les plus intéressantes dans la BD. Au niveau de ce qui se passe sur Terre, eh bien l'extinction de la race humaine a eu lieu, et puis ce qui reste des humains sont retournés à l'âge de pierre et ont perdu toutes leurs connaissances. Là encore, on a un autre robot qui fait son apparition, un robot de combat qui va tenter par tous les moyens de sauver ce qui reste de l'humanité, sauf que ce qu'il choisit pour sauver les humains, c'est pas la meilleure idée, parce que c'est pas le robot le plus logique du monde, c'est pas le plus intelligent. Du coup, là encore, on va se retrouver avec un conflit et des interactions entre AC7+, et ce robot de combat. Et là, toute cette partie-là m'a un peu moins plu, j'ai été moins convaincue, je trouvais que c'était un peu trop classique, c'était quelque chose que j'avais déjà lu. Pour ce qui est des dessins, ils sont tout à fait corrects, mais là encore, j'ai préféré le tome 1. Le tome 1 était vraiment magnifique, sans révolutionner le genre et les questionnements sur les robots, puisque c'est déjà des questionnements qu'on a vus dans les livres d'Asimov, par exemple. C'est une BD qui lui rend un bel hommage et qui permettrait à ceux qui veulent se lancer dans la science-fiction et de ne pas lire des gros romans bien épais, et bien de commencer par ces petites BD qui sont très efficaces. On continue avec Loki, agent d'Asgard, Ayez confiance par Al Ewing et Lee Garbett, et c'est chez Panini Comics. Loki, c'est un de mes personnages préférés des films Marvel. Je pense que c'est en grande partie dû parce que c'est Tom Hiddleston qui l'interprète. Alors Loki, c'est le demi-frère de Thor, qui est un personnage rusé, sournois, qui va tout faire pour prendre le contrôle d'Asgard et pour traîner son demi-frère dans la boue, quoi. Loki, c'est un personnage qui est assez fort, qui a pas mal de pouvoir, qui est loin d'être bête, mais c'est une sorte de vil coyote. On dirait qu'il met vraiment toute sa mauvaise volonté pour avoir des plans qui ratent tout le temps. Et du coup, ça en fait un personnage super drôle. Du coup, comme moi j'ai jamais assez de Loki, je me suis dit que ça serait sympa d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans les comics sur Loki, et je suis tombée sur celui-là, qui est uniquement consacré à Loki. Et le truc, c'est que j'ai rien compris. Au niveau de l'histoire, on va avoir deux Loki, un Loki vieux et un Loki jeune, et le Loki jeune, en fait, il essaye de devenir bon. Il essaye de faire des bonnes actions, et du coup il accepte des missions de Freya, la mère de tout sur Asgard, et ça se passe pas super bien. Et alors, j'ai vraiment rien compris à cette histoire. Et non pas parce que je suis stupide, mais donc là, je sais pas si vous voyez mes petits post-it, ce sont tous les moments où on a un petit encart en dessous des cases qui nous renvoie à un autre numéro, une autre série de chez Marvel,
et qui nous dit, ben tiens, si tu comprends pas cet événement, c'est parce que ça s'est passé à un autre moment, dans une autre série Marvel, et qu'il fallait le lire avant. Et je veux bien que Marvel est un univers complexe et étendu, et qu'il y ait plein de séries qui se passent en même temps et tout, mais là il y en a 16. Par exemple, là, dans une page, je vois, il y a un petit encart avec écrit « Voir Thor numéro 19 ». Ok. Par exemple, là, on a un encart qui dit « Cette histoire se déroule avant Thor, God of Thunder ». Formidable. Là, on nous renvoie au Gardien de la Galaxie hors série numéro 1. Sur la page d'après, on nous renvoie à Avengers Now numéro 4. Voilà. Il y en a 16, des trucs comme ça, dans ce bouquin. Ce qui fait qu'on a l'impression de lire... C'est pas qu'on a l'impression, c'est qu'on lit une histoire où il manque des morceaux, en fait. Mais sinon, tout le contexte, tous les enjeux, et puis plein de petites choses m'ont complètement échappé parce que je ne les connais pas. Et du coup, je me pose la question, à quoi ça sert de faire une édition comme ça en France ? Parce que le problème, c'est que tout ce qui est cité n'est pas forcément publié en France, en VF comme ça, et pas forcément en même temps que ce truc-là. Donc, à part d'être un gros fan de Marvel qui achète ses numéros en VO au fur et à mesure qu'ils sortent, comment on fait, nous ? Alors je sais qu'il y a quand même d'autres récits qu'on peut lire sans problème et qui font pas référence à d'autres séries et tout, mais... Donc voilà, donc dites-moi vous ce que vous en pensez, parce que moi je trouve ça hyper dommage. Moi j'étais super contente de me lancer dans cette lecture et... Voilà, au final j'ai dû me forcer pour aller jusqu'au bout parce que c'était horrible à lire quoi. Et c'est dommage parce qu'il y avait des bonnes choses dans ce comics, j'aimais bien le Loki jeune, il y avait de l'humour qui m'a fait marrer, les dessins étaient plutôt cool, mais bon, voilà, passons. J'ai ensuite lu le volume 2 de Lock and Key chez Milady par Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Je vous avais parlé du volume 1 il y a quelques mois, donc ce sont des éditions qui regroupent à chaque fois 2 tomes, et en tout il y a 6 tomes de Lock and Key, donc 3 gros volumes. Donc je le rappelle, Joe Hill c'est le fils de Stephen King, donc là on est sur un comics plutôt fantastique et horrifique. On va suivre la famille Locke dont le père va être assassiné, et du coup ils vont trouver refuge dans leur ancienne maison de famille sur l'île de Lovecraft. Mais ils vont très vite se rendre compte qu'il s'y passe des choses un peu étranges, et ils vont découvrir des clés qui ont des pouvoirs magiques lorsqu'on les utilise dans certaines serrures. Et évidemment, un être maléfique va faire son apparition, il s'appelle Dodge, et il va tout faire pour s'emparer des clés, en particulier de la clé Oméga qui ouvre la porte noire. On avait vraiment adoré le tome 1, c'était hyper génial, original, plein de rebondissements, assez gore, assez violent, hyper bien dessiné et mystérieux. On avait qu'une hâte, c'était de lire la suite pour découvrir de nouvelles clés, de nouveaux pouvoirs, et puis pour en savoir un peu plus. Et ce volume 2 ne nous a pas déçus du tout, on a encore trop adoré, puisqu'on va découvrir à nouveau de nouvelles clés, donc plus de pouvoirs. Ce que j'ai surtout aimé dans ce tome 2, c'est qu'on a vraiment une notion du temps qui passe. On suit la famille Locke vraiment sur une longue période. On a même à un moment une sorte de petit calendrier où on voit les mois qui passent, et on suit donc la famille dans son quotidien. Et du coup, ça rend l'histoire encore plus crédible. J'aime beaucoup le fait que tout ne se passe pas super rapidement, mais qu'au contraire, on a le méchant Dodge qui va s'immiscer dans la vie de la famille Locke sous l'apparence d'un garçon en apparence normale, mais qui va tout faire pour récupérer les clés. Et donc pendant des mois, il va tenter par des moyens détournés de récupérer la clé, et donc on va voir la famille Locke affronter des ronces, une armée d'écureuils, des ombres, un tourne-disque enchanté ou encore des peluches maléfiques. Et en même temps, il y a la famille Locke qui poursuit sa vie tant bien que mal avec les enfants qui vont à l'école, etc. Les personnages sont toujours aussi riches et bien construits et on les voit mûrir, apprendre, faire des erreurs. Les relations dans la famille sont hyper à la fois compliquées et très justes, puisqu'on a la mère qui, avec tout ce qui s'est passé, sombre dans l'alcool. Et vraiment on voit que Joe Hill, comme son père, comme Stephen King, il sait vraiment maîtriser ses personnages, il sait vraiment les écrire et leur donner vraiment quelque chose de vraiment concret. C'est toujours aussi horrifique, il y a une bonne part de gore, de sanguinolent,
Donc il faut aimer, nous on adore ça. Et le dessin de Gabriel Rodriguez est vraiment toujours excellent, il fonctionne vraiment bien avec ce côté fantastique et horrifique. Et par exemple les pouvoirs des clés sont hyper bien retranscrits et prennent vraiment corps avec les illustrations. Du coup, ni une ni deux, on a pris le volume 3 qui clôture cette série, et comme les autres volumes, on a adoré. Les personnages continuent d'évoluer, on va continuer à en apprendre plus sur les clés, en particulier sur la clé Oméga, on va plonger dans le passé et comprendre qu'est-ce que c'est que cette porte noire, qu'est-ce qu'il y a derrière. Là aussi, c'est horrifique, c'est sanguinolent, mais c'est toujours super bien. On a aussi des passages évidemment qui sont touchants, puisque au fil des tomes, on s'est attaché au personnage. Je vais pas en parler plus que ça, le dénouement est plutôt bien, je l'ai bien aimé, même s'il y a une toute petite chose, moi, qui m'a gênée à la fin. Mais bon, on s'en fiche, globalement, c'était vraiment une excellente série que je conseille à 100%. J'ai lu le tome 4 de Freak Squill par Florent Maudeau, toujours au label 619, celui-là s'appelle Succube Pizza. C'était toujours aussi génial. Mais j'ai quand même un peu moins aimé ce tome-là, il y avait peut-être un peu trop d'action pour moi, mais c'est toujours excellent. Je conseille toujours énormément cette série. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai dans la description les vidéos, je parle du tome 1, du tome 2 et du tome 3. Là clairement je vais pas vous parler de l'histoire, sinon je vous spoilerai tout. Mais on est toujours sur 3 personnages qui étudient à l'université des héros, on est toujours dans un style super dynamique qui mélange BD, comics, manga, il y a plein d'humour, c'est frais, c'est trop bien. Et du coup là je fais une petite pause dans les Freak Squill parce que sinon je vais tout dévorer en 2 mois et ce serait un peu dommage. De la même façon j'ai lu le tome 4 des Carnets de Cerises qui s'appelle La déesse sans visage et c'est toujours chez Métamorphose des éditions Soleil. Les Carnets de Cerises, c'est une BD de jeunesse vraiment passionnante, vraiment touchante et très belle, très poétique, que j'aime beaucoup et que tout le monde aime. Les Carnets de Cerises, c'est l'histoire de Cerise, une petite fille qui adore les mystères, qui adore surtout les résoudre, et résoudre des énigmes et des enquêtes. Elle aime raconter des histoires, observer les gens, en apprendre plus sur leurs secrets, elle aime aussi beaucoup les aider. Et dans chaque tome, on a une nouvelle enquête avec des nouveaux personnages et en même temps on en apprend plus sur Cerise, on la voit grandir et devenir mature, on la voit avec ses copines, on la voit avec sa mère et on voit leurs relations évoluer. Je pense que mon préféré, moi, c'est toujours le tome 3, c'était vraiment le plus émouvant. Mais j'ai quand même adoré ce tome 4, les dessins sont toujours aussi magnifiques, ceux de Aurélie Néré, avec des superbes couleurs, c'est doux, c'est vraiment une lecture doudou. C'est une très belle série qui a vraiment du succès qu'elle mérite, et j'ai très hâte de lire le tome 5 qui clôture cette série. On continue avec une autre BD de chez Métamorphose qui s'appelle Sacha et Tom Cruise, le tome 1 Les Vikings par Allard et Quignon. On va y suivre Sacha, un petit garçon qui vit seul avec sa mère qui est antiquaire. Pour ses 10 ans, lui, il rêvait d'avoir un rat super intelligent, mais finalement, il va avoir droit à un chihuahua. Du coup, il va l'appeler Tom Cruise, en un seul mot, comme l'idole de sa mère, mais c'est quand même la déception parce que, il fait n'importe quoi, c'est un chihuahua qui écoute rien du tout. Et un jour que le chien a encore foutu le bordel, il le retrouve couverte d'une espèce de gelée très bizarre, et en 2 temps 3 mouvements, ils vont se retrouver tous les deux propulsés ailleurs, très loin, et ils vont se retrouver entourés par des vikings. Voilà, j'en dis peu plus, c'est une BD qui est très jeunesse, qui pour moi propose une histoire assez attendue, on sait comment ça va se dérouler, mais ça reste quand même super agréable à lire, et je pense que pour les enfants ça peut être top. Il va y avoir un lot d'aventures, des personnages attachants, de l'humour, et en même temps on va en apprendre sur l'histoire, sur les mythes et les légendes, là en l'occurrence les vikings, donc je pense que voilà, pour les gamins ça peut être super cool. Au niveau des dessins, c'est assez joli et assez doux, il y a un petit côté très de pastel. J'ai adoré le design du chihuahua, Tom Cruise, il a complètement une tête de fou, on dirait E.T., il a des yeux hyper globuleux qui sont plus gros que sa tête et qui sortent de sa tête. Voilà, il est assez drôle. Et de toute façon, voilà, moi dès qu'il y a un toutou quelque part, moi j'adore. Voilà, ce sera pas ma BD de chez Métamorphose préférée, mais je lirai volontiers le tome 2 quand il sortira. Et enfin on termine avec La Différence Invisible publiée chez Delcourt par Mademoiselle Caroline et Julie Daché. Et j'ai envie de vous dire, s'il y a une BD dans tout ce que je viens de vous présenter qu'il faut absolument lire, c'est celle-là.
On va suivre Marguerite qui a 27 ans et qui depuis toujours ne se sent pas à sa place en société, elle se sent mal à l'aise au travail, elle se sent mal à l'aise avec les gens. Elle a une routine bien précise et le moment qu'elle préfère dans la journée, c'est quand elle rentre chez elle, dans sa bulle, avec ses chats. Elle se sent constamment agressée par le bruit, elle n'arrive pas à avoir des conversations banales avec ses collègues. Ça fait des années que c'est comme ça, elle a toujours été comme ça, mais elle en a marre, elle est extrêmement fatiguée et elle a envie de savoir pourquoi elle est comme ça. En plus, personne ne la comprend pour son entourage, sa famille, ses amis, ou peu importe qui elle croise, elle est juste un boulet, quelqu'un qui ne fait pas d'efforts, quelqu'un qui n'est pas sociable. Du coup, après avoir consulté et passé des tests, elle va se rendre compte qu'elle est autiste Asperger et du coup toute sa vie va changer. C'est vraiment une magnifique BD qui m'a vraiment beaucoup parlé. J'ai peut-être pas Asperger, mais je me suis reconnue dans beaucoup des scènes qui se passent dans la BD. Comme par exemple cette planche où on a Marguerite qui est à une fête et qui est assise sur le canapé toute seule pendant que tout le monde est en train de danser et qui fait tout pour ne pas aller danser parce que ça la met incroyablement mal à l'aise et qu'elle se sent très mal dans les soirées. Ça c'est complètement moi. Donc moi pour ma part je suis quelqu'un de très timide et c'est un putain de combat de tous les jours. Tisser des liens avec des gens, m'ouvrir aux gens dans la vie réelle, ça prend des mois et c'est incroyablement fatigant pour moi et pour les autres. Et clairement l'endroit où je me sens le mieux c'est à la maison. Là je suis bien, vous n'êtes pas là pour de vrai donc tout va bien. Et ouais, comme je disais, c'est fatigant pour moi et pour tout le monde puisque c'est quelque chose d'incompréhensible. Pourquoi on est comme ça, on n'en sait rien. Y a pas de raison logique. Hein. Les gens ne vont pas me manger, je le sais très bien. Hein. Et quand on entend ce genre de choses depuis qu'on est toute petite, tu devrais faire des efforts, ou même dans mes bulletins scolaires, hein, j'ai des profs qui notaient trop réservé, doit participer, ce genre de choses. Au bout de 20 ans, voilà. Que les gens pensent qu'on ne fait pas d'efforts alors qu'on en fait tous les jours. Tous les jours, sortir dehors est un effort surhumain pour nous. Alors bien sûr, je n'ai pas le syndrome d'Asperger, mais ça fait super du bien de lire cette BD parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, que y a des gens qui peuvent comprendre ce qu'on vit, que c'est pas forcément de notre faute et qu'il suffit pas de le vouloir ou de se mettre un coup de pied au cul pour sortir. Donc bien sûr, ma situation est différente de celle de Marguerite dans la BD, mais il n'empêche que ça aide à ne pas trop culpabiliser. Alors là, vous avez l'impression que c'est une BD ultra déprimante, mais pas du tout. Vraiment, tout le monde peut la lire. D'ailleurs, Dan l'a lu et l'a beaucoup aimé. Il y a des moments vraiment qui font sourire. Moi, il y a plein de passages qui m'ont fait rire. Il y a des passages évidemment touchants et ça nous aide vraiment à nous mettre à la place de Marguerite, à comprendre pourquoi elle est comme ça et pourquoi tout est si difficile pour elle. Donc Marguerite, elle a le syndrome Asperger. Donc c'est une forme d'autisme dont je pense 98% de la population ignore ce que c'est. Et puis donc il y a plein de formes d'autisme différentes et la plupart des gens évidemment ont énormément de préjugés là-dessus. Par exemple quand Marguerite va annoncer à ses amis, à sa famille, à ses proches qu'elle a été diagnostiquée autiste Asperger, eh bien il va y en avoir qui vont rigoler, qui vont lui dire que c'est complètement ridicule, qu'elle est pas autiste, qu'elle a juste à se motiver un peu pour aller parler aux gens. Sauf que non, non. Déjà, l'autisme c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose qui se soigne puisque c'est une condition neurodéveloppementale. C'est dur à dire ça. Donc même s'il peut y avoir un apprentissage et une amélioration de la qualité de vie en faisant certaines choses, c'est pas quelque chose qu'on peut guérir. Et donc Asperger, c'est une forme d'autisme légère, sans retard de langage ni déficience intellectuelle. Et il se caractérise donc par des difficultés dans les interactions sociales qui sont extrêmement fatigantes. Et en même temps, les Asperger peuvent apprécier le contact avec les autres si c'est en comité réduit et avec des gens avec qui ils peuvent partager leur passion par exemple. On retrouve chez eux aussi une hypersensibilité, une certaine maladresse. Et du coup, ce diagnostic, c'est un soulagement pour Marguerite qui sait enfin
pourquoi elle est comme ça, et elle n'a plus à culpabiliser par rapport à sa façon d'être, par rapport à qui elle est. Elle peut tout simplement arrêter de faire semblant et vivre sa vie à son rythme et faire les choses comme elle le sent. Les dessins sont à la fois simples et assez expressifs. On n'a pas besoin de réfléchir pour voir comment se sentent nos personnages, c'est hyper bien fait, avec un travail notamment sur la couleur qui rajoute beaucoup de sens à l'image. En plus de ça, à la fin, on a des textes explicatifs sur le syndrome d'Asperger, sur ce que je vous ai dit il y a quelques instants, et c'est très bien fait, bon là, c'est très facile à comprendre, et au vu de tous les préjugés que les gens peuvent avoir sur l'autisme en général, et plus précisément sur Asperger, je pense que c'est vraiment une BD qu'il faudrait lire. En plus, ça se lit vraiment très vite, et c'est très agréable. Donc vraiment c'est tout bénef, donc si vous avez l'occasion d'emprunter cette BD ou même de l'acheter, foncez. Donc voilà, c'était mes dernières lectures BD et comics et ma foi tout était excellent, sauf Loki, que j'ai rien compris. Mais c'est pas grave, ça arrive. Si vous avez lu certaines de ces BD ou comics, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et dites-moi si je vous ai donné envie de lire certaines BD, parce que c'est un peu le but. Et si vous avez des recommandations pour moi, que ce soit en BD, en livre, en comics, peu importe, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'irai jeter un œil. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. Vous pouvez aussi venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. D'Android, une bande dessinée... Oups. De récupérer... hyper bien retranscrit... Oups. Tous les réseaux sociaux... ma phrase est complètement dans le mauvais sens.